Colombie, 2 juillet 2008. Des militaires fêtent bruyamment leur retour de mission, une mission hors norme, la libération d'Ingrid Betancourt. L'opération a eu lieu il y a moins d'1 heure. Tout a été filmé par les caméras de l'armée colombienne. Dans quelques heures, le monde entier découvrira Ingrid Betancourt calme et rayonnante. Après 2321 jours de captivité, cette libération est le dénouement d'une longue histoire. Enquête sur 1 an de négociations secrètes, de diplomatie parallèle et d'actions militaires. « 13 mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, Paris, 20h30. Nicolas Sarkozy est élu depuis une demi-heure, c'est son premier discours de président de la République et c'est le moment qu'il a choisi pour parler d'Ingrid Betancourt. À toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. La France sera aux côtés des infirmières libyennes enfermées depuis 8 ans. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. Après 5 années d'impasse, le président Nicolas Sarkozy décide ce jour-là de faire de la libération d'Ingrid Betancourt un des défis de sa présidence. C'est un moment très fort parce qu'il dit bien « nous n'oublierons pas Ingrid Betancourt ». Et c'est un moment où j'ai commencé à croire que ça y est, le gouvernement français, après le gouvernement de Chirac, où il y a eu un silence pesant sur le thème des otages, on allait recommencer à en parler. Au ministère des Affaires étrangères, l'homme qui a suivi le dossier Betancourt s'appelle Daniel Parfait, le directeur des Amériques au Quai d'Orsay. Il est aussi le beau-frère de l'otage franco-colombienne. Aujourd'hui ambassadeur au Mexique, il confirme le changement de ton à l'Élysée après l'élection de Nicolas Sarkozy. C'était très frappant de voir la détermination du président, qu'il a immédiatement confirmé par des actes très concrets dès sa prise de fonction, en appelant le président Uribe et en manifestant sa totale détermination à parvenir à une solution dans ce dossier sur lequel nous avons travaillé depuis des années. Coïncidence, 11 jours après l'investiture de Nicolas Sarkozy en Colombie, John Frank Pinchao, l'un des compagnons de captivité d'Ingrid Betancourt, s'est évadé. Il ramène des nouvelles de la jungle. Ces derniers temps, j'étais détenu avec Ingrid Betancourt, le sénateur Luis Eladio Pérez et les 3 Américains. Le lendemain, Nicolas Sarkozy reçoit Mélanie et Lorenzo, les enfants d'Ingrid Betancourt. Pendant toute l'année qui précède la libération de leur mère, leurs nombreuses visites vont devenir le symbole de la médiatisation du dossier voulu par l'Élysée. La détermination, la volonté que nous avons sentie chez le président de la République aujourd'hui est quelque chose qui peut justement déclencher tous les pas nécessaires à une négociation. Dans les coulisses, Nicolas Sarkozy a mandaté un homme pour obtenir la libération d'Ingrid Betancourt. Il vit aujourd'hui au Mexique. Noël Saez, 66 ans, est un ancien militaire qui a fait une partie de sa carrière en Amérique latine. Il met la dernière touche à ses mémoires à paraître en février 2009. C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement. Le président Sarkozy me demande de venir le voir, donc je vais à l'Élysée et il me dit écoutez, donc moi je vous nomme comme mon émissaire spécial, mon émissaire personnel, n'est-ce pas ? Mon émissaire personnel, il a répété 2 fois. Et vous avez toute ma confiance. Donc le dossier était déjà pris en main à partir de maintenant par l'Élysée. Il était piloté par l'Élysée. En 2002, au moment de l'enlèvement d'Ingrid Betancourt, Noël Saez est consul de France en Colombie. Il a déjà participé à des libérations d'otages, il a le contact avec les FARC. Son interlocuteur au sein de la guérilla est Raúl Reyes, 60 ans. Le numéro 2 des FARC. Recherché par Interpol pour 14 condamnations pour crimes contre l'humanité, sa tête est mise à prix à 5 millions de dollars,
par le gouvernement colombien. En 2006, après des mois de tractation, Raúl Reyes avait accepté de nous rencontrer pour une interview. Pour le retrouver, nous nous sommes rendus dans la jungle, à la frontière avec l'Équateur. Depuis des années, la guérilla posait la même exigence. La libération de 500 guerrilleros emprisonnés contre la libération des otages. Fidèle à sa réputation, Raúl Reyes nous a servi un discours sans concession. La France ne sait pas qu'il y a des guérilleros qui passent plus de 20 ans en prison? Bon, alors, si les guérilleros peuvent rester prisonniers tant d'années, pourquoi pas les otages? Reyes, donc, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis à peu près mai ou juin 2002. J'ai rencontré une bonne vingtaine de fois. C'est quelqu'un qui avait des positions extrêmement dures, qui était intraitable. Il voulait, chaque rencontre faisait l'objet ou presque d'un accrochage sérieux entre nous. 12 mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, Noël Sáez, accompagné d'un émissaire suisse, Jean-Pierre Gontard, retrouve une nouvelle fois Raúl Reyes. Pour la première fois, l'émissaire français entrevoit un changement de ton dans le discours de son interlocuteur. On a compris d'entrée que les FARC étaient disposés à libérer les otages, notamment Ingrid, les femmes et les malades. La décision a été prise, ils voulaient se débarrasser de ce fardeau des otages, et notamment Ingrid. Mais l'exigence des FARC était que tout devait passer par Caracas, tout moins par le président Chavez. Hugo Chavez est le président du Venezuela, pays voisin de la Colombie. Champion de la gauche latino et bête noire des Américains, il va dès lors représenter tous les espoirs de la France pour libérer Ingrid Betancourt. Et le président Chavez était tout à fait disposé à, en effet, jouer un rôle important, je ne dirais pas de médiateur, mais de facilitateur également, pour d'abord lui prêter son territoire et ses moyens, et surtout son influence auprès des FARC. J'ai eu énormément d'espoir avec Hugo Chavez parce que c'était en fait le seul homme, d'un point de vue pour négocier, qui pouvait parler aux FARC. Donc on avait beaucoup d'espoir qu'il puisse vraiment convaincre les FARC que le meilleur moyen n'était pas de promouvoir l'image de terroristes qu'ils avaient en gardant des otages, mais au contraire de libérer tous les otages et d'avoir finalement vraiment une position politique. 7 mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, Hugo Chavez, nommé médiateur par Bogota, est reçu à l'Élysée. Il a promis des preuves de vie de l'otage. Ingrid est vivante. Nous avons reçu une lettre du fondateur des FARC, Manuel Marulanda, dans laquelle il s'engage à ce que d'ici la fin de l'année, nous ayons la preuve de vie d'Ingrid, mais aussi des autres otages retenus par les FARC. 8 jours plus tard, cette preuve de vie, la voici. Des images qui vont provoquer une émotion très vive dans le monde entier. Ce n'est pas Hugo Chavez qui a rendu publique cette vidéo. Elle a été interceptée par les services secrets colombiens. Furieux de l'ingérence du président vénézuélien, son rival, le président colombien Álvaro Uribe met un terme à la médiation de Chavez. Évidemment, pour nous, c'était une déception parce que nous venions de voir quel était l'engagement du président Chavez. Nous avions le sentiment qu'il pouvait parvenir à un certain nombre de résultats concrets. Et la suite a montré que c'était effectivement le cas. Effectivement, le 10 janvier 2008, 6 mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, Clara Rojas, sa directrice de campagne, enlevée avec elle, est remise officiellement au président Chavez par les FARC. Président, merci du fond du cœur pour votre intervention. Merci infiniment. Oui, nous revenons à la vie. Si vous aviez vu notre émotion quand on a entendu les hélicoptères. Des hélicoptères vénézuéliens marqués du sigle de la Croix-Rouge sont venus les chercher en Colombie et vont les ramener à Caracas. Les journalistes de Télésour, la télévision d'Hugo Chavez, filment l'opération. Les guérilleros sont en confiance. Ils saluent même chaleureusement leurs anciens otages avant de partir.
Ce sont des images exclusives de Télésur que nous partageons avec nos téléspectatrices et nos téléspectateurs en Amérique latine et dans le monde. Rien n'avait bougé depuis des années. Et brusquement, les premiers otages sortaient. Souvenez-vous, l'émotion inimaginable partout dans le monde. Et évidemment, avant tout en Colombie. Donc les choses avançaient, les choses bougeaient. C'était la première fois. Il y avait tout lieu de continuer sur une voie qui donnait ses premiers résultats. 21 février, 4 mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, première visite de Bernard Kouchner à Bogota. Le ministre des Affaires étrangères est accompagné de Daniel Parfait et Noël Sáez. Au risque d'agacer le président Uribe, Bernard Kouchner laisse entendre dans une interview accordée à un journal colombien que la France pourrait aider les FARC à sortir de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, le ministre arrondit les angles. Ce n'est pas à moi. Pero yo no soy quien. La France, pays si lointain. Y Francia, país tan lejano, tampoco es un país a quien corresponde exigir lo que sea. Mais c'est à la France, sans doute, pays ami. Pero Francia, país amigo, en cambio, de proposer et de s'obstiner. En réalité, en coulisses, Noël Sáez a déjà proposé un marché aux FARC. Moi, j'ai demandé à la demande du gouvernement français s'ils acceptaient de libérer tous les otages, que la France interviendrait auprès de l'Union européenne pour que les FARC soient radiés de la liste des organisations terroristes. À ce moment-là, une fois qu'ils sont radiés de la liste des organisations terroristes, ils pouvaient très bien ouvrir un bureau à Paris, après tout. C'est pas interdit. Bon, mais il fallait passer par là. Et oui, je leur ai proposé ça, oui, bien sûr. À la demande du gouvernement, je l'ai fait, oui, bien sûr. Fin février, Noël Sáez pense même pouvoir formaliser un accord avec les FARC, mais pour cela, il doit rencontrer à nouveau Raúl Reyes. Contre toute attente, le président Uribe, ulcéré par l'initiative française, autorise malgré tout un rendez-vous. Nous avions le feu vert absolu pour nous rendre dans la jungle et nous avions rendez-vous le 4 mars. Mais 3 jours avant cette rencontre cruciale entre l'émissaire français et le numéro 2 des FARC, l'armée colombienne lance une opération en Équateur, à 2 km de la frontière colombienne. C'est là qu'est situé le campement de Raúl Reyes. À terre, le numéro 2 des FARC est tué. Du coup, nous n'avions plus d'interlocuteur, ce qui rendait tout échange, toute discussion avec les FARC pratiquement impossible. Et de fait, après, nous n'avons pratiquement plus eu de contact avec les dirigeants des FARC puisque nous n'avions plus d'interlocuteur. Dans le campement, l'armée découvre les ordinateurs du chef guerriero et les archives secrètes des FARC. Des messages du président vénézuélien prouveraient, selon Bogota, la complicité de Chavez avec la guérilla. Une crise régionale éclate, la médiation Chavez est définitivement écartée et les espoirs de la France pour libérer Ingrid Betancourt s'effondrent. Baroud d'honneur, le 1er avril 2008, des salons de l'Élysée, Nicolas Sarkozy adresse un message solennel à Manuel Marulanda, le fondateur des FARC. Alors vous qui dirigez les FARC, vous avez maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquez pas. Libérez Ingrid Betancourt et ceux des otages qui sont les plus affaiblis. La France n'attend qu'un signal de votre part pour organiser aussitôt, en liaison avec les autorités compétentes, une mission humanitaire pour aider à la prise en charge d'Ingrid et de ses codétenus les plus affaiblis. Ce que Nicolas Sarkozy ignore, c'est que Manuel Marulanda serait mort de vieillesse quelques jours auparavant. Un avion médicalisé attendra une semaine à Bogota la réponse des FARC. Elle est cinglante, c'est non. La guérilla a désormais d'autres problèmes, beaucoup plus urgents à régler. Car pendant ce temps-là, cela fait des mois que le président Uribe, lui aussi, essaie par tous les moyens de libérer Ingrid Betancourt. Nous ne renoncerons pas une minute à aller chercher Ingrid Betancourt et nos compatriotes qui sont prisonniers avec elle. Lui, c'était par la force. Il arriverait par la force. Voilà, c'est tout. Alors évidemment, on n'était pas d'accord, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il ait un seul instant envisagé une longue négociation parce qu'il voulait que les choses aillent vite.
On a toujours eu une crainte de l'option militaire parce qu'on sait ce que l'option militaire a donné dans d'autres circonstances. Donc nous savions qu'en cas d'opération militaire, il n'y avait que les cadavres à récupérer. Un mois avant la libération d'Ingrid Betancourt, au ministère de la Défense, c'est le général Padilla, le chef des armées colombiennes, qui va superviser en personne l'opération. Dans sa salle des cartes où il nous a reçus, le chef d'état-major nous montre la région où l'otage franco-colombienne était détenu, le Guaviare, au sud-est de la Colombie. Ça, c'est la partie orientale de la Colombie. Et dans toute cette région, il n'y a pas de route. Les routes, ce sont les fleuves. Donc, on ne peut circuler que par avion ou par les fleuves. Cela fait des mois que l'armée traque à travers toute la région du Guaviare les preneurs d'otages, les guerrilleros du front numéro 1 des FARC. On a d'abord trouvé des campements abandonnés. Plusieurs fois, nous sommes arrivés trop tard à l'endroit où se trouvaient les otages. Mais nous n'avons pas pour autant renoncé à les libérer. Le champion de la méthode forte au sein de l'armée colombienne, c'est le général Montoya, chef de l'armée de terre. C'est lui qui va diriger l'opération de libération d'Ingrid Betancourt dans le Guaviare. Son objectif ? Approcher au plus près les deux chefs guerrilleros qui détiennent les otages. Le chef du front numéro 1, César, et Gafas, son subalterne directement en charge des otages. Nous avons réussi à infiltrer plusieurs de nos agents au sein de la guérilla. Et en même temps, ces agents sont parvenus à retourner des guerrilleros pour qu'ils nous fournissent des informations. Le CIM, le quartier général des renseignements militaires, c'est ici que l'opération de libération des otages a été préparée. Les services d'écoute de l'armée interceptent les communications de la guérilla. Objectif, court-circuiter les ordres transmis par la direction des FARC aux preneurs d'otages. Nous communiquions avec César en utilisant les canaux de communication qu'utilise habituellement la guérilla. La ruse, c'était de faire croire à César qu'il recevait des instructions de son supérieur direct, le chef militaire des FARC, le Mono Roroy. 5 jours avant la libération d'Ingrid Betancourt, un commando de 19 hommes est constitué. Direction la base militaire de Tolemaïda, à proximité de Bogota. L'endroit où les otages ont été localisés est situé à un peu plus d'1 heure de vol de là. L'opération a été baptisée Jaque, Échec-et-mat en espagnol. Tous les préparatifs vont avoir lieu dans ce hangar. Sous ces bâches, des hélicoptères militaires russes, des pièces centrales du scénario. Parmi les membres du commando, l'équipage des hélicoptères et 11 agents des services de renseignement militaires. Ils vont se filmer entre eux jusqu'au jour J. Le chef de la mission a été autorisé à nous parler. Son visage sera masqué. Quand j'ai reçu l'ordre de faire cette mission et qu'on m'a dit que je serais le chef du groupe, j'ai trouvé que l'idée était complètement folle. Le scénario est simple, organiser une fausse mission humanitaire en s'inspirant de la libération de Clara Rojas 6 mois plus tôt. Rappelez-vous, un hélicoptère blanc envoyé par le président du Venezuela, des humanitaires étrangers portant des dossards frappés du logo de la Croix-Rouge, d'autres portant des t-shirts du Che Guevara, et une équipe de Télésour, la télévision de Chavez, pour transmettre la bonne nouvelle au monde entier. On a étudié tout ça en détail. Comment était organisé le groupe humanitaire qui est descendu au sol, combien ils étaient, combien de guérilleros étaient présents. On a voulu faire quelque chose de ressemblant pour leur donner confiance. Les 2 hélicoptères militaires qui iront chercher les otages sont repeints en blanc. Nouvelles immatriculations des appareils enregistrés au nom d'une fausse organisation humanitaire. Elle s'appelle très sobrement Mission Humanitaire Internationale. Son logo représente une colombe et une couronne de laurier. Quand les guerrilleros vont voir ça, ils vont se dire « Regarde ce truc-là, ça va, c'est bon ». Autre détail pour faire plus vrai, un insigne interdisant toute arme à l'intérieur de l'avion. Il est bien réussi.
Retour à Bogota, dans les bâtiments du CIM, le siège des renseignements militaires colombiens. C'est derrière cette porte que les derniers détails du scénario vont être peaufinés. Ces quelques images ont été tournées 4 jours avant la libération d'Ingrid Betancourt. Sur ce panneau, les principales phases de l'opération Jaque. Un site internet en anglais a été créé pour renforcer la crédibilité de la fausse organisation humanitaire. Le panneau suivant indique la chronologie à suivre jusqu'au jour J. Il y a même des cours de théâtre prévus pour aider les membres du commando à jouer aux faux humanitaires. Le dernier tableau identifie les cibles à libérer, 4 policiers, 7 militaires, 3 instructeurs américains et le joyau des FARC, Ingrid Betancourt. Ce jour-là, le général Padilla et le général Montoya sont présents dans la salle. Demain, on commence le premier entraînement et ensuite, c'est parti jusqu'au jour J. Devant eux, une maquette conçue avec des figurines en plastique représentant les otages et les guerrieros. Et à proximité du site, d'autres jouets en plastique, les renforts, une armada d'hélicoptères au cas où les choses tourneraient mal. Là, on a un groupe dans le sud, là un autre à l'est, et là, encore un autre. Moi, ce que je veux, c'est que personne ne s'approche de cette zone. Je veux les tenir à distance. Bien sûr. C'est là que sont les ennemis. Quelques heures plus tard, les preneurs d'otages vont recevoir un message crucial en provenance du CIM. Un ordre censé émaner de la direction des FARC. La direction des FARC, c'est-à-dire nous, on lui a dit « On va commencer à échanger les prisonniers. Pour cela, nous allons concentrer tous les otages au même endroit. Et nous allons les transférer vers un autre endroit, là où se trouve Alfonso Cano, le chef des FARC. Et vous, César et Gafas, vous allez les accompagner. » Et César a cru tout cela. Problème, les services d'écoute de l'ambassade américaine, très actifs dans la région, vont s'inquiéter de l'intensité des communications militaires entre Bogota et la jungle du Guaviare. Les Américains s'en sont rendus compte, car ils ont intercepté une communication et ont commencé à poser des questions. J'ai consulté le président et nous avons pris la décision de leur dire ce que nous préparions, pour qu'ils ne fassent rien qui puisse faire échouer l'opération. Les Américains, eux aussi, ont 3 ressortissants détenus par César et Gafas. Ils vont donc participer à l'opération. Des agents américains vont se rendre à la base militaire de Tolemaïda pour mettre en place un système d'alerte ultra performant entre les 2 hélicoptères. Il va être dissimulé dans les casques des pilotes. Le dispositif américain sera complété par un avion espion qui survolera la région le jour J. Les Français, eux aussi, vont aider l'opération Jaque, mais malgré eux. Noël Sáez vient de rétablir le contact avec les FARC. Il a rendez-vous le 29 juin avec un émissaire du nouveau chef suprême de la guérilla, Alfonso Cano. La rencontre de l'émissaire français était censée rester secrète. Elle fait pourtant la une des journaux colombiens. Nous avons reçu un cadeau du ciel. Un citoyen français et un citoyen suisse qui étaient les émissaires auprès des FARC sont arrivés ces jours-là. Ils sont arrivés par surprise, ce n'était pas prévu. Ils sont venus demander l'autorisation pour se rendre dans la région où se trouvait Alfonso Cano, dans le sud du pays, pour renouer des contacts en vue d'un échange de prisonniers. Nous avons divulgué cette information parce que ça validait complètement notre histoire. Je l'affirme. On a été utilisé, le ministre de la Défense colombien l'a dit d'ailleurs, n'est-ce pas? On a été utilisé, d'ailleurs on a été utilisé pendant 6 ans, il faut le dire. Le président Uribe, au début, n'est-ce pas, il ne voulait pas qu'on aille parler avec les FARC. Et après, il a compris, la pression internationale, la pression de la France, beaucoup, était très forte. Il a accepté qu'on aille parler avec les FARC. Mais au fond, j'en conclus que si nous autorisait à aller parler avec les FARC, c'est de manière à pouvoir les localiser. C'était le but de la manœuvre. Bon, il a mis du temps, mais enfin, ils sont arrivés. 4 jours avant la libération d'Ingrid Betancourt, la France n'est toujours pas au courant qu'une opération doit avoir lieu. J-1, dans la jungle du Guaviare, les otages apprennent qu'ils vont recevoir une visite. Le compagnon de captivité d'Ingrid, le caporal William Pérez, est à 1000 lieues de s'imaginer ce qui se prépare. Aujourd'hui, il est libre et il a réintégré l'armée.
Un jour avant l'opération Jaque, les guérilleros nous ont dit « Préparez des vêtements de rechange et vos affaires de toilette pour 2 jours, parce qu'une commission humanitaire va venir en hélicoptère. » J'ai dit à Ingrid « Ils vont peut-être vous libérer. Ils sont si mal d'un point de vue militaire qu'ils veulent peut-être sauver la mise sur le terrain politique en vous libérant. » Elle a réfléchi et elle m'a dit « Non, moi, je serai la dernière à sortir d'ici. » Dans le hangar de la base de Ptolémaïda, dernière répétition de la phase la plus délicate de l'opération. La neutralisation de César et Gafas, les preneurs d'otages. Un pistolet à décharge électrique est censé faire l'affaire. Ils seront au moins 4 à immobiliser simultanément les preneurs d'otages. Puis c'est l'heure du dernier briefing du général Montoya et la vérification des ultimes détails, notamment des fausses identités. L'un des membres de la fausse ONG est censé être australien. Il faut avoir sur soi des choses comme ça, de l'argent. Ça, c'est la carte d'un hôtel en Australie, c'est utile. Il faut aussi des cartes de visite. C'est à son nom, ça? Oui. Tout ça est très utile. Le général salue alors un à un les membres du commando. 20 heures avant le début de l'opération de libération d'Ingrid Betancourt, il n'y a plus qu'à espérer que tout marche comme prévu. Les hélicoptères décollent. Le commando va passer la dernière nuit dans la région du Meta, à moins d'une demi-heure d'hélicoptère du lieu où doit se dérouler toute l'opération. Les hélicoptères sont camouflés sous des bâches. C'est dans cette ferme que le commando va attendre le feu vert final. Jour J, il est 10h30. L'opération doit démarrer dans un peu plus de 2 heures. Le commando veut s'assurer que le pistolet électrique va bien paralyser les preneurs d'otages. Il faut le tester sur une poule, mais avant, il faut l'attraper. Je vais m'entraîner. Non, ça ne lui fait rien. Il faut lui faire dans la tête. Mais ça n'a pas fonctionné. Normalement, on l'entend plus fort. Essaye encore. Malgré 2 décharges électriques, l'essai n'est pas suffisamment concluant. On tente alors le gaz lacrymo, et c'est pire. Ça pique ce truc. C'était rude ça. Oui, c'était trop fort. Et ils vont nous mettre ça dans l'hélico? On va tous en prendre plein la gueule. Oui, tous ceux qui n'auront pas de masque à gaz. 12h15, 20 minutes avant le début de l'opération. Tout le monde est rassemblé devant les hélicoptères. Le faux journaliste et son caméraman sont habillés aux couleurs de Télésour, la télévision de Chavez. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'opération au sol doit durer en tout et pour tout 7 minutes. 7 minutes pendant lesquelles l'équipe de télévision devra capter l'attention de César en permanence. Le chef du commando est lui aussi déguisé en membre de la fausse ONG. Il devra convaincre César de faire monter le groupe le plus rapidement possible dans l'hélicoptère. Je devais lui démontrer une certaine sympathie, lui parler comme si j'étais proche de son organisation et lui expliquer les détails de la mission. En violation totale de la Convention de Genève, il y a un faux délégué de la Croix-Rouge. Il est censé être arabe, d'où le kéfier palestinien. À ses côtés, le faux guerriero porte un t-shirt du Che Guevara. C'est à moi que tu parles? Le faux humanitaire australien, lui, travaille une dernière fois son accent.
L'Australien avait une barbe rousse, les cheveux roux. Il parlait un anglais très fluide et avait un fort accent en espagnol. On aurait vraiment dit un Australien ou un Irlandais. Juste avant le départ, on plaisante pour détendre l'atmosphère. Et dis donc, on va décoller, j'ai pas encore vu le chèque. On est le 2 juillet pourtant. Quelques photos souvenirs pour la postérité. Il est 12h39. Les 2 hélicoptères s'envolent vers le lieu de rendez-vous. Au moment du décollage, nous avions peur, bien sûr. Mais en même temps, nous étions soulagés car enfin nous allions sortir de l'incertitude et savoir si la mission réussissait ou pas. C'est un sentiment contradictoire, mais nous souhaitions que notre mission se termine au plus vite. Le contact avec les preneurs d'otages va avoir lieu dans 35 minutes. Le lieu de rendez-vous est un terrain à découvert situé à proximité d'un champ de coca. Au moment de l'arrivée au lieu de rendez-vous, César aurait pu remarquer quelque chose de bizarre. Il aurait pu se dire, mais c'est quoi cette délégation humanitaire? C'est qui ces gens? À la moindre erreur, il les aurait tués. 13h16, les FARC aussi filment la scène. Voici leurs images. L'un des hélicoptères atterrit, l'autre reste en vol. La fausse mission humanitaire descend. Le transfert des otages doit avoir lieu en 7 minutes. Côté commando, le reportage des faux envoyés de Télésour, la télévision de Chavez, commence. Nous sommes ici au milieu de la jungle colombienne pour couvrir ce moment historique pour la Colombie et pour le monde. Il s'agit du transfert du groupe des prisonniers de guerre aux mains des forces armées révolutionnaires de Colombie, armée du peuple. En tête de la mission, le chef du commando déguisé en humanitaire. La fausse équipe de journalistes lui emboîte le pas. César, le chef des preneurs d'otages, accueille la mission avec le sourire. Il semble détendu. Les 15 otages sont bien là, derrière ces barbelés, au milieu du champ de coca. Je vous fais passer. Allons-y. Le faux journaliste est collé au chef de mission qui s'éloigne en compagnie de César vers les baraquements. Il va tenter une interview du guerriero. Le chef de mission va faire mine de s'énerver, comme à la répétition. Nous devons faire vite. Les déclarations, nous les ferons dans l'hélicoptère ou au point d'arrivée. Mais nous pouvons peut-être poser juste une question. Pas tout de suite, les images. S'il vous plaît, juste une question, une seule question. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Le faux reportage se poursuit. Le journaliste continue de faire diversion en harcelant César de questions. Commandant, nous pouvons en profiter pour vous poser juste une question. Non, nous avons des règles à respecter. Ce ne serait pas convenable. S'il vous plaît, une seule question, une seule question. Nous pourrons le faire dans l'hélicoptère. Ingrid Betancourt est bien dans le groupe des otages. Le chef du commando veut les menotter. Problème, les otages vont refuser. Les FARC aussi filment l'altercation. J'ai attrapé l'humanitaire par son gilet et je lui ai dit « Mais c'est quoi cette commission humanitaire si vous venez nous enchaîner comme ils le font eux ?» Il répondait « S'il vous plaît, c'est pour votre sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Nous avions besoin de les menotter pour 2 raisons.
D'abord par sécurité. Les 3 Américains, les 11 policiers et militaires, et Ingrid, auraient pu se rebeller dans l'hélicoptère. Et nous les avons aussi menottés pour donner confiance à César et à Gafas. 13h26, le général Montoya se trouve dans son avion. Il est tendu. Il se rend à l'aéroport de San José del Guaviare où il doit réceptionner les otages. Mais à cet instant, les otages ne sont toujours pas montés dans l'hélicoptère. L'opération devrait pourtant être achevée depuis 4 minutes. Nous avions prévu que l'opération au sol durerait 7 minutes. Elle a duré 20 minutes. Les 20 minutes les plus longues de ma vie. Finalement, ce sont les otages américains qui acceptent en premier les menottes. En ce moment, on met des menottes aux prisonniers des forces armées révolutionnaires de Colombie, armées du peuple. Nous allons leur parler. Approchez-vous, approchez-vous. J'aime ma famille. Je suis un des Américains otages ici depuis 5 ans et demi. J'aime ma famille. La politique de la chaîne, c'est que nous ne pouvons pas transmettre ces images. Nous ne pouvons pas transmettre des images du groupe de prisonniers des forces armées révolutionnaires de Colombie. Nous ne pouvons pas, mais... Excusez-moi, j'ai juste une chose à dire. J'ai été enchaîné pendant 10 ans. Je suis le lieutenant Malagón, de la glorieuse armée nationale de Colombie. Otage pour plusieurs raisons de cette guérilla. Ce sont les paroles du lieutenant Malagón. Nous ne pouvons pas les transmettre en direct, mais nous savons quelle est leur souffrance. Il faut transmettre. Il faut transmettre. J'ai quelque chose de très important à dire au monde. Le groupe se dirige enfin vers l'hélicoptère. Quelques guerrieros en armes accompagnent leur chef. Les FARC filment Ingrid Betancourt et le caporal William Pérez, entraînés par le chef du commando. Ils vont être parmi les derniers à monter dans l'hélicoptère. Les guerrieros en armes observent la scène. Dernière touche de réalisme au scénario, un des humanitaires laisse 2 packs de bière vénézuélienne en cadeau aux guerrieros. 13h31, fermeture des portes, l'hélicoptère décolle. Au sol, les FARC n'ont toujours pas réalisé qu'ils viennent de se faire souffler leurs otages. Ça y est, le camarade est parti. Tu sais ce qu'il m'a dit, le mec de la Croix-Rouge? Il m'a dit, profitez-en, les bières, c'est cadeau. Dans l'hélicoptère, reste à neutraliser César et Gafas. Plus d'images du commando pendant 6 minutes. La neutralisation de Gafas a été très facile. On lui a pris son arme et on l'a maîtrisé en le plaquant au sol. Puis on lui a retiré son pantalon et on lui a bandé les yeux. On a fait la même chose avec César. Mais il a opposé une forte résistance qui nous a finalement obligés à employer la force. J'ai senti que quelqu'un tombait. J'ai regardé, je ne me souviens plus très bien, on ne distinguait pas grand-chose, mais j'ai vaguement vu quelqu'un par terre, sur quelqu'un d'autre. Et quand il s'est écarté, j'ai vu Gafas, les pieds et les mains liés, sans pantalon. C'est à ce moment-là qu'on nous a dit « Nous sommes les troupes de l'armée nationale, vous êtes libres ». Dans son avion, le général Montoya, lui, n'a toujours pas de nouvelles. Nous avions prévu des codes. Des phrases que le pilote devait simplement dire au copilote. Dans l'avion où je me trouvais, je pouvais les écouter. Système antigel OK, ça voulait dire que les guerrilleros avaient été neutralisés en vol et que les otages étaient sains et saufs. Demande-lui si le système antigel est connecté. Le système antigel est connecté? Il est connecté, il est connecté. C'est bon, c'est réussi, réussi.
Dans l'hélicoptère, c'est l'euphorie. Ingrid Betancourt vient de réaliser qu'elle est libre. Au milieu des embrassades, au sol, on aperçoit César menotté, les yeux bandés. Puis Gafas, pantalon baissé jusqu'aux chevilles. comandante del ejército, el general Montoya, en nombre del presidente Uribe y todas las fuerzas militares. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, los llevamos todos. El cabo primero, siempre lo esperamos, siempre. 10 años esperándolo, 10 años esperando el ejército. Aéroport de San José del Guaviare, à 15 minutes de vol du lieu de la libération, l'hélicoptère avec les otages arrive. C'est le général Montoya en personne qui va les accueillir. Nouvelle explosion de joie avec les membres du commando. Tous les otages sont transférés dans l'avion du général, direction Bogota. Ingrid Betancourt voit pour la première fois l'homme qui l'a sauvé. Dans l'avion, son premier geste, une prière. Derrière, c'est la voix du général Montoya. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ancien otage écoute un peu étourdi les chants patriotiques des militaires. La caméra de l'armée enregistre les premières réactions des otages. Je salue ma femme, mon fils et mon pays, ma patrie, à mon armée, à la Colombie. Je suis content, je suis heureux. Je me sens renaître. Aujourd'hui, je reviens à la vie. Je ne parlais pas espagnol quand ils m'ont enlevé il y a 5 ans. L'homme qui parle au général Montoya est l'un des 3 anciens otages américains. Ingrid, elle, craque. C'est le général Montoya qui va la consoler. Le ministre de la Défense colombien vient d'arriver. On applaudit, monsieur le ministre de la Défense. Cela fait 40 minutes qu'Ingrid Betancourt est libre. L'Élysée n'a toujours pas été mis au courant. J'ai voulu appeler le président Sarkozy quand j'allais retrouver Ingrid à Tolemaida. Mais je n'ai pas pu communiquer avec lui. L'Élysée a mis du temps à me le passer au téléphone. Puis j'ai pris l'avion, j'ai essayé plusieurs fois de le joindre. J'imagine qu'il l'a appris par les médias au moment de l'annonce officielle. Ingrid Betancourt, recoiffée, plus calme, parle enfin au téléphone à un membre de sa famille. Estoy pues bien como puede uno estar de la felicidad de que pronto lo pueda abrazar, bien de estar viva, bien. Merci à l'armée de ma patrie, la Colombie. Merci pour son impeccable opération. L'opération était parfaite.
Pendant que le monde entier découvrait enfin les premières images d'Ingrid libre, le commando, lui, ramenait les deux geôliers à terre, encore à moitié inconscients. On va bien vous traiter, mais il va falloir bien vous tenir. Comment tu t'appelles? Alexander. Et toi, comment tu t'appelles? Gerardo. Les chefs guerrieros retrouvent leur véritable identité. Alexander Farfán, alias Gafas, et Gerardo Aguilar, alias César. Les deux geôliers capturés, les 15 otages sains et saufs, l'opération est un succès pour l'armée colombienne et le président Uribe, et un échec sans précédent pour la guérilla des FARC. Direction la jungle colombienne, à 500 km au nord-ouest de Bogota. Entraînement des guerrieros marxistes du Front 18, l'une des 70 unités clandestines des FARC. Nous sommes toujours le 2 juillet et ce jour-là, comme souvent, l'entraînement est interrompu. Aujourd'hui, la plupart des avions ont des équipements militaires. Ils peuvent tous donner des informations à l'armée, y compris les vols commerciaux. C'est pour ça qu'on se cache. Le campement, camouflé sous des toits de bâches noires, ressemble à tous les hameaux du coin. Ils sont une trentaine de combattants de passage ici, hébergés par une famille de paysans. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à les suivre sans restriction pendant une dizaine de jours. Comme tous les soirs, les guerrieros se réunissent autour de la télévision. Mais ce 2 juillet 2008, un flash spécial, Ingrid Betancourt a été libérée par l'armée à 1000 km de là. Les FARC viennent de perdre leur otage la plus célèbre. Consternation, silence de mort dans la salle. Mes compatriotes me pardonneront, mais je vais m'exprimer en français. Brièvement. Merci à vous tous, à ma douce France. Merci de m'avoir accompagné toutes ces années, de m'avoir pris la main, de ne m'avoir jamais laissé tomber dans les moments les plus difficiles, d'avoir toujours cru que, en luttant pour moi, même si la France paraissait si lointaine, nous réussirions tous ensemble à faire la différence. Elle est pas si maigre. Je suis colombienne. Soy colombiana. Soy francesa. Aussitôt après les infos, Dario, un commissaire politique des FARC de passage dans le camp, convoque une réunion de crise pour remonter le moral des troupes. Nous n'avons pas le droit de filmer son visage. Je vais juste vous faire l'analyse politique pour qu'on s'y retrouve, mais pas l'analyse militaire, car il nous manque des informations. Nous devons mener une réflexion très profonde dans nos rangs. Il faut que l'on retrouve la mystique du combattant. Car le combattant doit apprendre tous les jours. Cette semaine, nous allons avoir droit à un bombardement d'informations. Nous allons entendre parler des spécialistes de la violence, des spécialistes des questions militaires, et tous vont proclamer notre arrêt de mort. Tous. Continuons comme si rien ne s'était passé. Nous avons beaucoup de travail, compagnons. Compagnons, merci beaucoup. Dormez tranquille, et demain nous en reparlerons. À la télévision, c'est maintenant le président Sarkozy qui s'exprime depuis l'Élysée. Mais il en faudra plus pour démonter Pedro, l'un des chefs politiques du Front 18. Qui avons-nous détenu? Qui est Ingrid Betancourt? Ingrid Betancourt, elle est peut-être française, mais ici, en Colombie, c'est un cadre de l'oligarchie. Il n'y a qu'à voir ce qu'elle dit. Elle était d'accord avec la réélection d'Uribe.
le principal agresseur du peuple colombien. Combien de morts, combien de disparus, combien de détenus à cause de lui. Même s'il n'y a pas d'otages dans ce campement, Pedro justifie les enlèvements. Messieurs les politiques, messieurs les oligarques, vous avez provoqué cette guerre, alors on vous fait prisonnier. Nous vous libérerons quand vous libérez les nôtres qui purgent des peines injustes dans les prisons colombiennes, c'est tout. Et ils veulent nous faire croire que c'est une sainte. Le lendemain matin, Dario, le commissaire politique, et Alberto, le chef du camp, montent avec quelques hommes sur une colline. Ils vont essayer de se connecter à Internet depuis un ordinateur portable. Objectif, chercher le communiqué officiel de la direction des FARC après la libération des otages. Ça marche ? Non, le signal est trop faible. Beaucoup trop faible. Dario, le commissaire politique, appelle un autre guerriero caché en ville. Ah bon, il faut leur remonter le moral. Il n'y a rien d'autre à faire. Alberto, le chef militaire du camp, n'obtiendra pas plus d'informations. Non, on n'a pas encore d'explication. Il doit bien y en avoir une. Ah, les fils de pute. Le bruit d'un avion met fin à la conversation. Alberto ne prend pas de risque. L'armée utilise souvent des avions espions pour capter leur communication. Retour au camp pour la première réunion de la journée. Dario, le commissaire politique, continue d'exalter la mystique du combattant. La relation du combattant avec l'arme doit être presque sentimentale. On dort avec elle, n'est-ce pas? Elle est ma vie et c'est comme ça. C'est ce que j'aime le plus au monde, et c'est comme ça. Cette arme a été conçue pour combattre à quelle distance? À 100 mètres. À 80 ou 100 mètres maximum. Et si je fais une embuscade et que j'ai les militaires qui descendent en face, je dois être posté à 10 ou 20 mètres de l'ennemi pour être sûr de ne pas le rater. Dans le campement, des enfants sont mêlés aux combattants. Leurs visages sont masqués pour des raisons de sécurité. Certains sont des enfants de guerrieros qui vivent loin d'ici et viennent de temps en temps passer quelques jours avec leurs parents. C'est le cas du fils d'Alberto, le chef militaire du Front 18. Mais lui voit très peu son père, toujours en mission. Il nous arrive de passer la nuit dans des maisons, mais le plus souvent, nous sommes en déplacement et nous dormons dans la jungle ou dans la montagne. Et cette cicatrice? Ça, c'était pendant un combat à Puerto Valdivia. On se battait contre l'armée et... Ce sont des choses qui arrivent dans la guerre. J'ai été touché par une balle tirée par un hélicoptère Black Hawk. Il y a aussi plusieurs femmes parmi les guerrieros. C'est une constante chez les FARC. Les femmes, comme les hommes, vont au combat. On doit attendre l'ennemi 24 heures sur 24, tous les jours. Ça fait peur, bien sûr, mais ici, on est tous des frères de lutte. Et c'est dur de voir mourir un guerriero. Mon premier fiancé dans la guérilla, on était ensemble depuis 1 an et demi et il est mort dans une embuscade. Puis j'ai perdu un autre fiancé, dans un combat. À l'heure du repas, la télévision diffuse un résumé des retrouvailles entre Ingrid Betancourt et ses enfants, Mélanie et Lorenzo. Elles ont eu lieu le matin même, à Bogota. Nous voyons une main d'enfant qui fait signe depuis le hublot comme un geste d'amour, symbole de l'espoir qui leur a permis, pendant si longtemps, de croire qu'elle n'était pas morte. Ingrid se dépêche de gravir les quelques marches qui la séparent de la porte de l'avion et de ses enfants, Mélanie et Lorenzo. Les retrouvailles ont lieu dans l'intimité, à l'intérieur de l'avion. Une embrassade, preuve d'amour, à laquelle elle n'avait pas eu droit depuis des mois.
Ils sont si beaux et si différents en même temps. Ils sont magnifiques. J'ai honte de le dire, mais je les trouve très beaux. Pas de quoi couper l'appétit des guerrilleros. En revanche, les images de liesse populaire dans les rues de Bogota vont sérieusement plomber l'atmosphère. De la joie, des sourires et des embrassades ont égayé toute la matinée le siège de l'armée nationale. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est un coup dur. Faut le reconnaître. Mais nous devons continuer à aller de l'avant. Et à lutter pour l'égalité sociale. C'est une victoire pour l'ennemi. Tel qu'il le présente, en tout cas, c'est une victoire pour eux. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en réalité. L'après-midi, quartier libre et partie de foot pour Alberto et ses hommes. Deux jeunes paysans regardent la partie. Ils ont fait 2 heures de marche pour venir se faire enrôler. Maintenant, tout est contre nous, les civils. Et les riches s'en fichent si l'on a à manger ou pas. C'est ça la vérité. Moi, j'ai la rage contre le gouvernement. Les fils de pute, si je les attrape, je les égorge vifs. Tout ce qu'ils font, c'est nous détruire. Pedro, qui est aussi chargé du recrutement, commence par interroger les 2 candidats guerrilleros. Ces dernières années, les FARC ont tellement été infiltrés qu'ils redoublent de vigilance. Vous avez de la famille dans l'armée? Moi? Non, personne. Et chez les paramilitaires? Non plus. C'est un engagement très sérieux. Il faut bien y réfléchir, les jeunes. Ce n'est pas une décision qui s'improvise. Parce que chez les FARC, vous ne pourrez pas dire au bout de 8 jours, j'en ai assez, je rentre chez moi. Ici, on prend un engagement vis-à-vis du peuple pour la vie. D'ici, compagnons, on ne sort que si l'on tombe au combat ou si on devient infirme. Après un interrogatoire serré, les 2 jeunes recrues intègrent la partie de foot. Ils seront placés en période probatoire pendant 2 à 3 mois avant d'être définitivement acceptés au sein du Front 18. 4 juillet au matin, Ingrid Betancourt est libre depuis 2 jours. Aujourd'hui, un enfant a une bronchite. On le soigne avec un remède local, du sang de tatou encore chaud, cul sec. Pour les mots plus graves, un chirurgien sympathisant des rebelles est venu incognito de la ville. Il enchaîne les opérations. Là, c'est un guerriero qui souffre d'une hernie. Faute de moyens, il est endormi à la kétamine, un anesthésiant léger qui le fait délirer. Je mourrai à la guerre. Je suis un guerriero. Oui? Qui a dit oui? Oui, je suis guerriero. Vive les FARC. Ce 4 juillet, dans l'après-midi, Pedro lève le camp avec une escouade d'une 12aine de combattants. Ils vont s'assurer que l'ordre règne dans la zone et que les paysans marchent au pas. Les guerrilleros ne se déplacent jamais en groupe mais en colonne et en petit nombre pour éviter d'être repérés et bombardés. Direction, les champs de coca, le nerf de la guerre en Colombie. Ici, tous les paysans cultivent la feuille interdite. Par ici, les cultures ne valent rien. Si on essaye d'aller vendre du maïs au village, on nous l'achète une bouchée de pain. La seule chose qui nous permet de vivre, c'est ça. La récolte est transformée sur place en pasta à la pâte base de coca qui sera ensuite revendue à des trafiquants
triés sur le volet par la guérilla. En zone de coca, ce sont les FARC qui assurent la sécurité, rendent la justice, fixent les prix. L'essentiel de la coca qui sort de Colombie est produite en zone FARC, mais pour Pedro, la guérilla n'est pas pour autant un cartel. Pour la coca, notre position c'est de prélever un impôt. Nous n'allions pas rester ici les bras croisés à regarder les autres faire leur commerce sous notre nez. Et comme les trafiquants qui viennent ici font de l'argent grâce à ça, il est normal que l'organisation en tire aussi quelque chose. Nous avons besoin d'argent pour cette guerre. Nous prélevons donc un impôt sur la commercialisation, rien de plus. Rien de plus, mais une chose est sûre, Don Pedro est chez lui en zone de coca. Même lorsqu'il s'invite à l'improviste avec ses hommes, comme ce jour-là, les paysans doivent lui offrir le gîte. Pour le couvert, ce sont les FARC qui régalent, un cochon payé comptant, environ 100 €, un peu au-dessus du prix du marché, afin de s'assurer la coopération de leurs hôtes. Les guérilleros par ici, ils nous traitent bien. Non, vraiment, on n'a pas à se plaindre. Ils payent tout ce qu'ils doivent. On ne peut pas dire qu'ils nous maltraitent. Une déclaration spontanée, sous l'œil vigilant de Pedro, qui lui est déjà passé à autre chose. Bonjour, comment ça va? Bien, comment est l'ambiance chez vous? Un appel à une de ses sources en langage codé, au cas où l'armée tenterait d'intercepter la communication. Ah bon? J'ai un travailleur à moi par là-bas. On établit des codes pour communiquer avec les paysans. Je vous donne un exemple. Si on nous dit « j'ai envie d'aller pêcher aujourd'hui », ça signifie « l'armée est entrée dans la zone ». Pedro a été formé dans les années 80, dans un pays de l'ancien bloc soviétique. Dans ces campagnes sans école, c'est lui qui est chargé de l'éducation de ses hommes. Aujourd'hui, tout guérillero est tenu d'avoir au moins un livre dans son sac, ordre de la direction. Bon les jeunes, la formation des cadres de Lénine. Les guerres locales de l'impérialisme. Dictionnaire marxiste de sociologie. Toi, tu as choisi quel titre, que je le note? Lénine, la formation des cadres. Après Marx et Lénine, c'est l'heure de tuer le cochon. Les hommes de Pedro sont tous des fils de paysans qui ont voulu quitter leurs conditions. Mais ici, les choix sont limités. C'est entrer dans les FARC, l'armée ou les paramilitaires. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim. Et puis, il y a aussi les paramilitaires qui massacrent les paysans, des gens de notre famille aussi, pour un oui ou pour un non. Alors on voit tout ça et on décide de s'enrôler dans la guérilla. La plupart de ces jeunes guérilleros ont déjà participé à des combats très durs. Eduardo a 19 ans, il porte un fusil depuis l'âge de 11 ans. Le combat le plus dur, c'était la prise d'un petit village dans la région d'Antioquia. Nous avons tué 160 paramilitaires et 16 soldats. J'ai dû en achever plus d'un. Achever quelqu'un, c'est lui donner le coup de grâce quand il est blessé. C'est ce que j'ai dû faire, à plusieurs reprises. À l'heure du journal télévisé, Pedro capte quelques nouvelles avec sa petite télé. Le retour en France d'Ingrid Betancourt est commenté dans ses moindres détails par la télévision colombienne. Ingrid Betancourt a parlé aussi de football. Elle a déclaré que si elle avait été à la place de Zizou, elle aurait fait pareil. Et ils vont encore en parler pendant au moins 6 mois. Aujourd'hui, la justice a placé en détention préventive les 2 guérilleros arrêtés durant l'opération de libération des otages. César et Gaffa sont reconnus qu'ils étaient tombés dans un piège. Pendant 8 mois, les services d'espionnage ont intercepté toutes les communications des guérilleros du bloc oriental avec la direction des FARC. C'est ce qui a permis le sauvetage des otages le 2 juillet. Écoutez ça. C'est certain, c'est la CIA et les Israéliens qui sont derrière ça. Ce sont eux qui manient les appareils d'infiltration électronique.
C'est un coup dur, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il faut aller de l'avant. Ils ont cru que l'ordre était de monter dans l'hélicoptère. Et toute cette mascarade. Ils ont même utilisé des t-shirts avec le Che Guevara et le symbole de la Croix-Rouge. Il était peint sur l'hélicoptère. Bien sûr. Ils ont été malins. C'est rageant, bien sûr. Et c'est un coup dur pour nous, les guérilleros des FARC. C'était notre seul espoir de faire sortir les guérilleros des prisons de l'État. Maintenant, on devra bien inventer quelque chose pour les sortir de là. Et dans l'adversité, rien de tel qu'un petit cours de marxisme. La bourgeoisie. Écoute ça, mon petit gars. À l'époque de Lénine, la bourgeoisie existait déjà. Il y avait déjà l'exploitation de l'homme par l'homme, il y avait déjà le communisme, et il y avait déjà le capitalisme. Tu as compris ? À partir de ce 4 juillet, en France, la semaine qui suit la libération d'Ingrid Betancourt est rythmée par l'actualité de l'ex-otage. J'ai beaucoup pleuré pendant ce temps de douleur et d'indignation. Aujourd'hui, je pleure de joie. Ingrid Betancourt à l'hôtel de ville de Paris. Vous êtes ma famille. Avec Bertrand Delanoë. Ingrid Betancourt en prière à Lourdes. Ce 12 juillet, pendant qu'Ingrid se recueille à Lourdes, les FARC, eux, quasiment coupés du monde au milieu de la jungle, continuent leur tournée des campagnes. Ce jour-là, Pedro a convoqué les cultivateurs de coca pour une réunion politique. Bonjour, bonjour. Il est venu donner ses directives pour les semaines à venir. Nous avons plusieurs thèmes à aborder. Ces réunions sont obligatoires, les absents doivent rendre des comptes. Maïté Cardona. C'est qui? On fait quoi avec elle? Elle a 2 absences. En tout, une vingtaine d'absents seront rappelés à l'ordre. Wilberto, c'est qui? Tu as une petite absence? Je ne pouvais pas venir. Tu étais là? Oui, dans le champ là-bas. Mais ce n'est pas un jour pour travailler. Le jour de la réunion, c'est un jour à consacrer à la communauté. Ce sera 15 000 pesos, tu les paies quand? 15 000 pesos, soit 5 € par absence non justifiée. Une amende qui sera reversée à l'association paysanne locale. Soudain, un vrombissement dans le ciel, c'est une opération antidrogue de la police colombienne. Postez-vous sur les hauteurs, postez-vous sur les hauteurs. Un avion de fumigation escorté d'hélicoptères de combat. Leur mission, déverser une pluie d'herbicides pour détruire les plants de coca. Les guérilleros ont ordre de tirer pour les en empêcher. Oh non, j'ai peur. Il revient, regarde, il revient. Ça, c'est l'hypocrisie de ceux qui gouvernent ce pays. Ils ont de la coca plein le nez. Et ils disent que ce sont les autres, les narcos. Ce sont eux les plus gros narcotrafiquants de ce pays. T'as vu l'avion? Il fait pas le fier. Hein. Il veut pas descendre, il se méfie maintenant. Mais malgré les tirs, l'avion de fumigation parvient à déverser sa cargaison. Ça tue tout. Ça tue la faune, les pâturages, les plantations de bananes, de manioc, tout. Les avions retournent à leur base pour se réapprovisionner. En général, ils repassent plusieurs fois sur la même zone. Pedro n'a pas de temps à perdre. Allez, c'est bon. La pause est finie, on revient par ici. Allez, revenez tout le monde.
Nous demandons que dès que l'ennemi, qu'il soit policier, soldat ou paramilitaire, met un pied dans la zone, on soit prévenu. Il faut qu'on puisse contrôler les mouvements de l'ennemi dans la région. Quelques minutes plus tard, nouveau passage des avions. Mais cette fois, pas de quoi interrompre la réunion. C'est bien qu'il leur tire dessus. Les sentiers seront minés de 7h du soir à 6h du matin. Donc ça veut dire que le soir, vous devez rester au village. On est en guerre. L'ennemi peut arriver à tout moment. Donc on doit poser des mines. Et on ne veut pas qu'un paysan soit blessé. C'est comme ça et pas autrement. Les règles du Front 18 sont strictes et les paysans n'ont pas le choix. Ceux qui ne s'y plient pas devront quitter la région, dans le meilleur des cas. Paris, 2 jours plus tard. Ce matin, Ingrid Betancourt est l'invitée d'honneur de la traditionnelle Garden Party du 14 juillet à l'Élysée. À 15 000 km de là, l'Ingrid Mania a aussi atteint le camp des FARC. Les combattants ont reçu les hebdomadaires colombiens qui titrent tous sur le phénomène Ingrid Betancourt, devenu très populaire. Pour ne rien arranger, un message enregistré par l'ancienne otage franco-colombienne est diffusé sur les ondes. Guerrilleros, je suis Ingrid Betancourt. Prenez la décision de rendre les armes, je vous attends. Nous vous garantissons une vie meilleure. Vous récupérerez votre famille, votre honneur, votre liberté. Message pas vraiment reçu. Les FARC ont toujours refusé de rendre les armes sans une négociation politique. Ingrid Betancourt n'a aucune autorité pour dire cela. Ce message n'est rien d'autre que du showbiz, de la propagande qui n'aura aucun effet sur nos combattants. Si Ingrid réfléchit bien, elle verra que ceci ne va pas contribuer à la libération des autres otages. Au terme de notre reportage, finalement Pedro n'aura montré qu'un seul instant de faiblesse, un bref moment de doute devant les unes de magazines. Maintenant, l'Ingrid Mania, ici et à l'étranger, nous n'ignorons pas la mauvaise opinion qu'a provoquée notre politique de détention. Il est clair que ce n'est pas très populaire, nous comprenons cela. Mais maintenant, vous ne vous sentez pas seul? Seul? Sincèrement, ici, dans notre zone, vous avez vu ces gens qui viennent aux réunions. Vous avez vu qu'on n'est pas seul. Une dizaine de jours après l'humiliation causée par l'opération de sauvetage de l'armée colombienne, Pedro reprend la route. Pour lui et ses hommes, la lutte ne s'arrêtera qu'avec la mort. Selon un communiqué des FARC, divulgué quelques jours plus tard, la libération des otages serait le résultat de la trahison des deux geôliers, César et Gafas. Retour à Bogota, 4 mois après la libération d'Ingrid Betancourt. Une polémique a éclaté. Cet avocat, spécialiste des négociations avec les groupes armés, affirme, document à l'appui, que son cabinet a été en contact avec un chef guerriero nommé César depuis le mois d'avril. Selon lui, ce dernier voulait négocier une reddition avec ses otages. Vers avril-mai 2008, à 2 reprises, 2 individus sont venus dans mon cabinet d'avocat avec l'information suivante. D'après ces messagers, 2 commandants de la guérilla des FARC, parmi eux un certain César, voulaient remettre de manière volontaire et unilatérale plusieurs otages, dont les 3 citoyens américains et Madame Ingrid Betancourt. En poder de esa organización, incluida la señora Ingrid Betancourt. Selon l'avocat, un scénario avait même été imaginé par les 2 chefs guerrieros pour organiser leur fuite
sans éveiller la suspicion des autres rebelles. Il était question qu'ils donnent des coordonnées précises dans la jungle pour que, à une heure et un jour déterminés, des hélicoptères viennent les récupérer et les emmènent avec les otages à libérer. Carlos Arturo Toro affirme avoir contacté un procureur au parquet de Bogota et obtenu son accord de principe pour négocier une remise de peine contre la libération des otages. Dans une déclaration du 12 juin, passée alors inaperçue, le président Uribe semblait lui aussi avoir eu vent de l'affaire. Un guerriero offre de libérer Ingrid Betancourt et d'autres otages. Avec mon autorisation, on lui a envoyé une lettre lui garantissant qu'il ne sera pas extradé vers les États-Unis s'il tient ses promesses. Mais après cette mystérieuse annonce, silence des autorités. Alors qu'il organisait la reddition, l'avocat a appris le 2 juillet la libération d'Ingrid Betancourt. Selon cette version, les chefs guerrilleros qui pensaient se rendre avec leurs otages auraient été trompés au dernier moment par les militaires. Les autorités colombiennes démentent et maintiennent que l'armée a entièrement conçu toute l'opération. Aujourd'hui, quelques zones d'ombre subsistent encore dans le dossier. Ingrid Betancourt, elle, soutenue par la France, en appelle à une solution négociée pour la libération des autres otages. Mais le président Uribe a désormais le champ libre pour régler l'affaire à sa manière et se passer, si possible, d'une ingérence étrangère.